La ferme des animaux de George Orwell. Lecture du chapitre 2. 3 nuits plus tard, le vieux major s'éteignait paisiblement dans son sommeil. Son corps fut enterré au fond du verger. Nous étions début mars. Au cours des 3 mois suivants, l'atmosphère fut à la conspiration. Le discours du major avait profondément bouleversé la vision du monde des animaux de la ferme, du moins les plus éclairés d'entre eux. Ils ne savaient pas quand aurait lieu la rébellion prophétisée. Rien ne leur assurait que ce serait de leur vivant. Néanmoins, ils se sentaient désormais investis d'une mission, préparer le terrain. La tâche d'instruire et d'organiser les troupes revint naturellement aux cochons, unanimement reconnus comme les plus intelligents des animaux. Parmi eux, 2 jeunes verras sortaient du lot, Boule de Neige et Napoléon, que Mr. John élevait pour en tirer un bon prix. Napoléon était un gros Berkshire, le seul de la ferme, à l'air franchement féroce. Ce n'était pas un tribun hors pair, mais à ce que l'on disait, il avait de la suite dans les idées. Boule de Neige était un cochon volubile, un orateur plus vif et inventif que Napoléon, mais il passait pour avoir moins de caractère. Tous les autres cochons mâles de la ferme étaient des pourceaux engraissés pour leur viande. Le plus remarquable était un petit goret grassouillet nommé Baratin. Il avait la joue rebondie, l'œil pétillant, le geste sûr et la voix perçante. Doué d'une rare éloquence, il avait une façon étonnamment persuasive de se balancer d'un côté l'autre et de battre l'air de sa queue quand il plaidait un point difficile. Baratin, disait-on, était capable de vous convaincre que le noir était blanc. Les 3 compères avaient tiré de l'enseignement du major tout un système de pensée qu'ils appelèrent l'animalisme. Plusieurs soirs par semaine, une fois Mr. John endormi, ils animaient dans la grange des réunions secrètes visant à diffuser les principes de cette doctrine. Au début, ils se heurtèrent à une bêtise et un immobilisme confondants. Certains animaux invoquaient leur devoir de loyauté envers Mr. John, qu'ils appelaient leur maître, ou tenaient des raisonnements naïfs, du genre « c'est Mr. John qui nous nourrit ». S'il n'est plus là, on va mourir de faim. D'autres avaient toutes sortes de doutes. Que nous importe ce qui se passera quand nous serons morts? Ou encore, si cette rébellion doit avoir lieu de toute façon, qu'est-ce que ça change que nous la préparions ou pas? Les cochons avaient le plus grand mal à convaincre les sceptiques que tout ceci était contraire à l'esprit de l'animalisme. Les questions les plus stupides émanaient invariablement de Molly, la jument blanche. Son premier réflexe, par exemple, fut de demander à Boule de Neige « Est-ce qu'on aura encore du sucre après la rébellion ?» Boule de Neige répondit d'un ton préemptoire « Non, nous ne sommes pas équipés pour produire du sucre dans cette ferme, et de toute façon tu n'en as pas besoin. Tu auras tout l'avoine et le foin que tu voudras. Est-ce que j'aurai toujours le droit de porter des rubans dans ma crinière ?»« Camarade, répliqua Boule de Neige, ces rubans que tu chéris sont le symbole même de ton esclavage. Tu ne comprends donc pas que la liberté vaut mieux qu'une paire de rubans. » Molly acquiesça, mais elle n'avait pas l'air convaincue. Les cochons eurent plus de difficultés encore à déjouer les mensonges répandus par Moïse, le corbeau. Animal de compagnie, attitré de Mr. John, celui-ci était non seulement un espion et un rapporteur, mais aussi un sacré bonimenteur. À l'en croire, il existait un royaume mystérieux, la montagne de sucre candi, où tous les animaux allaient après la mort. Au dire de Moïse, cette contrée se trouvait quelque part dans le ciel, un peu au-dessus des nuages. Là-bas, c'était tous les jours dimanche, la saison du trèfle durait toute l'année, le sucre en morceaux et les sablés aux graines de lin poussaient dans les arbres. Les animaux détestaient Moïse,
qui passait son temps à jacasser et n'avait pas, comme eux, à travailler. Mais certains croyaient tout de même à la montagne de sucre candi. Et les cochons eurent toutes les peines du monde à leur prouver qu'un tel paradis n'existait pas. Leurs plus fidèles disciples étaient les 2 chevaux de trait, Champion et Liseron. Ces deux-là, bien en peine de réfléchir par eux-mêmes, avaient en revanche adopté les cochons pour maître à penser. Ils absorbaient tout ce qu'on leur inculquait et le répercutaient aux autres animaux, non sans simplifier au passage. D'une irréprochable assiduité aux réunions clandestines dans la grange, ils étaient toujours les premiers à entonner « Bête d'Angleterre » à la fin de chaque séance. Or, la rébellion intervint beaucoup plus rapidement et facilement qu'on ne s'y attendait. Si Mr. John avait toujours été un maître impitoyable, du moins s'était-il jusqu'alors montré un fermier compétent. Mais depuis peu, il avait pris une mauvaise pente. Un procès où il avait perdu de l'argent lui avait miné le moral, et depuis, il buvait plus que de raison. Des jours entiers, il restait affalé sur sa chaise dans la cuisine, sans rien faire d'autre que feuilleter les journaux, picoler, et de temps en temps, jeter à Moïse quelques miettes de pain trempées dans la bière. Il employait des fainéants et des vauriens. Les champs se couvraient de chiens-dents, les toitures fuyaient, les haies étaient à l'abandon et les animaux sous-alimentés. Arriva le mois de juin et avec lui la saison des foins. La veille de la Saint-Jean, qui était un samedi, Mr. John se rendit à Wellington et se saoula si bien au Red Lion qu'il ne rentra chez lui que le dimanche matin. Les employés avaient trait les vaches au petit matin, puis s'en étaient allés à la chasse aux lapins, sans plus se soucier de nourrir les animaux. À son retour, Mr. John s'écroula sur le canapé du salon, son journal sur la figure, de sorte que le soir venu, les animaux n'avaient toujours rien eu à manger. Ils étaient à bout. Une vache d'un coup de corne défonça la porte de la resserre, et tous les animaux entreprirent de se servir eux-mêmes dans les huches. C'est alors que Mr. John se réveilla. L'instant d'après, il était dans la resserre avec 4 de ses hommes, donnant du fouet tout azimut. C'était plus que les animaux affamés ne pouvaient supporter. D'un commun accord, et pourtant sans concertation préalable, ils se jetèrent sur leurs tortionnaires. Mr. John et ses acolytes, roués de coups de sabots et de cornes, perdirent complètement le contrôle de la situation. Ils n'avaient jamais vu des animaux se comporter ainsi, et terrifiés par ce brusque soulèvement de créatures, qu'ils avaient l'habitude de rosser et maltraiter à loisir, ils crurent devenir fous. Très vite, ils renoncèrent à se défendre et prirent leurs jambes à leur cou. 1 minute plus tard, en pleine débandade, les 5 compères rejoignaient le chemin menant à la grand-route, les animaux triomphant à leur trousse. Mrs. John, qui avait suivi les événements depuis la fenêtre de sa chambre, jeta en toute hâte quelques affaires dans un sac et décampa discrètement, bondissant de son perchoir. Moïse la pourchassa en battant des ailes avec force croassement. Pendant ce temps, les animaux avaient repoussé John et sa troupe jusqu'à la route et claqué la barrière derrière eux. Ainsi, avant même qu'ils aient compris ce qu'il se passait, la rébellion avait été menée avec succès. John expulsé, la ferme du manoir était à eux. Sur le coup, les animaux eurent du mal à croire en leur bonne fortune. Pour commencer, ils firent ensemble le tour de la propriété, au pas de course, comme pour bien s'assurer qu'aucun humain ne s'y cachait plus. Puis ils retournèrent en vitesse vers le corps de ferme pour faire disparaître les dernières traces du règne honni de John. On força la porte de la sellerie, tout au bout de l'écurie. Les morts, les nasières, les chaînes pour les chiens, les atroces couteaux dont se servait Mr. John pour castrer porcs et moutons.
tous ces instruments de torture furent jetés au fond du puits. Les rênes, les licous, les œillères et autres avilissantes musettes furent flanqués au tas d'ordures qui brûlaient dans la cour. Les fouets, même chose. Quand ils les virent partir en fumée, tous les animaux se mirent à sauter de joie. Boule de Neige envoya également aux flammes les rubans dont on ornait les crinières et les queues des chevaux les jours de marché. Un ruban, déclara-t-il, est une forme de vêtement. C'est un attribut proprement humain. Les animaux, eux, vont nus. À ces mots, Champion alla chercher le petit chapeau de paille qu'il portait l'été pour se protéger des mouches, et le flanqua au feu avec le reste. Les animaux eurent au fait de détruire tout ce qui leur rappelait Mr. John. Ensuite de quoi Napoléon les ramena dans le resserre, où il distribua une double ration de grains générale. Et pour les chiens, 2 biscuits. Pour finir, ils chantèrent « Bête d'Angleterre ». Du début à la fin, 7 fois d'affilée. Avant de s'installer pour la nuit, ils dormirent comme jamais. Mais ils se réveillèrent à l'aube, comme d'habitude, et se remémorant soudain les glorieux événements de la veille, ils filèrent tous ensemble folâtrer dans les prés. Non loin de la pâture, une petite colline offrait un panorama quasi complet de la ferme. Les animaux y grimpèrent et contemplèrent le domaine baignant dans le petit jour. Oui, tout cela leur appartenait. Tout ce qu'ils avaient sous les yeux était à eux. Euphoriques, ils s'ébattaient en tous sens, gambadaient à n'en plus finir. Ils se roulaient dans la rosée, broutaient à pleine bouche l'herbe suave de l'été, soulevaient entre leurs pattes des mottes de terre noire pour en humer les riches senteurs. Puis ils firent le tour du propriétaire, passant en revue, avec une admiration muette, les labours, les prés de fauche, le verger, l'étang, le petit bois. Ils avaient l'impression de découvrir tout cela pour la première fois. Ils n'en revenaient toujours pas, tout ceci était à eux. À la queue leu-leu, ils rejoignirent le corps de ferme, et soudain, muets, marquèrent une pause à l'entrée de la maison. Elle aussi leur appartenait, et pourtant nul n'osait y entrer. Au bout d'un moment, toutefois, Boule de Neige et Napoléon enfoncèrent la porte d'un coup d'épaule, et les animaux, toujours en file indienne, s'y glissèrent avec 1000 précautions, de crainte d'abîmer quelque chose. Sur la pointe des pattes, ils déambulèrent de pièce en pièce, n'osant élever la voix et admirant, médusés, le luxe incroyable du logis. Des lits matelassés de plumes, les miroirs, le canapé en crin de cheval, le tapis de Bruxelles, la lithographie de la reine Victoria trônant sur la cheminée du salon. La petite troupe s'apprêtait à redescendre l'escalier, lorsqu'on aperçut que Molly avait disparu. On fit marche arrière, on la retrouva. Elle s'était attardée dans la grande chambre. Là, elle avait chippé un morceau de ruban bleu sur la coiffeuse de Mrs. John, et le tenait devant elle en prenant des poses ridicules devant la glace. Les autres la grondèrent sévèrement, puis repartirent. On détacha les jambons suspendus dans la cuisine pour les enterrer, et Champion éventra d'un coup de sabot la barrique de bière du cellier. Mais à part cela, on ne toucha à rien de ce qui avait été dans la maison. Sans plus attendre, il fut unanimement décidé que la ferme serait conservée telle qu'elle et transformée en musée. De la vie générale, aucun animal ne devait jamais y emménager. Les animaux prirent leur petit déjeuner, puis Napoléon et Boule de Neige appelèrent de nouveau au rassemblement. « Camarades, déclara Boule de Neige, il est 6h30 et une longue journée nous attend. Aujourd'hui, nous commençons la fenaison. Mais avant cela, une autre tâche nous réclame. C'est alors que les cochons firent une révélation. Depuis 3 mois, ils avaient appris à lire et à écrire tout seuls, avec l'aide d'un vieux manuel des enfants John, dégoté dans le tas d'ordures. Napoléon
se fit apporter des pots de peinture noire et blanche et ouvrit la voie jusqu'à la barrière qui donnait sur la grande route. Ensuite, Boule de Neige, car c'est lui qui écrivait le mieux, saisit un pinceau entre ses deux ongles, fit disparaître le barreau supérieur de l'inscription « Ferme du manoir » et peignit à la place « Ferme des animaux ». Tel serait désormais le nom du domaine, après quoi ils rejoignirent les dépendances. Boule de Neige et Napoléon se firent apporter une échelle, bientôt accolée au mur du fond de la grange. Durant leurs 3 mois d'études, expliquèrent-ils, les cochons étaient parvenus à ramener les principes de l'animalisme à 7 commandements qu'on allait, à présent, inscrire sur le mur. Ils constituaient la loi inaliénable qui régirait désormais la vie à la ferme des animaux. Non sans difficulté. Imaginez donc un cochon tenir en équilibre sur une échelle. Boule de Neige grimpa au barreau et se mit au travail, assisté de Baratin qui, quelques degrés plus bas, lui tenait le pot de peinture. Les commandements furent tracés sur le mur goudronné en grandes lettres blanches, déchiffrables à 30 mètres de distance. Les voici. Les 7 commandements. 1. Tout ce qui marche à 2 pattes est un ennemi. 2. Tout ce qui marche à 4 pattes ou qui a des ailes est un ami. 3. Nul animal ne portera de vêtements. 4. Nul animal ne dormira dans un lit. 5. Nul animal ne boira d'alcool. 6. Nul animal ne tuera un autre animal. 7. Tous les animaux sont égaux. L'écriture était soignée et l'orthographe correcte, mis à part qu'il manquait un T à pattes et qu'un S avait été tracé à l'envers. Boule de Neige lut cette liste à voix haute, à l'assistance. Tous les animaux approuvèrent d'un signe de tête. Et les plus intelligents entreprirent sur le champ d'apprendre par cœur ce bréviaire. « Et maintenant, camarades, s'écria Boule de Neige, en envoyant promener son pinceau. Tous au foin, mettons un point d'honneur à engranger la récolte plus vite que John et son équipe. » Mais à cet instant précis, les 3 vaches, qui depuis un moment avaient l'air incommodées, poussèrent un meuglement sonore. Elles n'avaient pas été traites depuis 24 heures et leur pie était sur le point d'éclater. Après brève réflexion, les cochons réclamèrent des seaux et tentèrent de traire les vaches. Ils ne s'en sortaient pas si mal, leurs pieds étant plutôt bien adaptés à cette tâche. Ils eurent bientôt rempli 5 seaux de lait crémeux et écumant que la plupart des animaux lorgnaient d'un œil avide. « Qu'allons-nous faire de tout ce lait » lança quelqu'un. « John en mêlait parfois un peu à notre bouillie » osa une poule. « Ne vous inquiétez pas pour le lait » intervint Napoléon en se dressant devant les seaux. « On va s'en occuper. Le plus important, c'est la récolte. Le camarade, Boule de Neige, va vous montrer le chemin. Quant à moi, je vous rejoins dans quelques minutes. En avant, camarades, le foin nous attend. » La troupe des animaux s'en alla donc au champ commencer la récolte. À leur retour, le soir venu, on s'avisa que le lait avait disparu. Fin de la lecture du chapitre 2. On va résumer le 2e chapitre du livre La ferme des animaux de George Orwell. Dès le début du chapitre, on nous dit que le vieux major est mort et il est enterré au fond du verger. On est au début du mois de mars et pendant les 3 mois qui vont arriver, les animaux vont se mettre tous à changer. En fait, il dit qu'il y a une atmosphère de conspiration. Les animaux se préparent pour la révolution. Les animaux considèrent que la révolution va peut-être arriver ou peut-être pas, mais en tout cas que eux, leur tâche, c'est de préparer le terrain pour cette révolution. Et qui est-ce qui va beaucoup être moteur de tout ça? C'est les cochons. Entre autres, Boule de Neige et Napoléon, qui sont élevés pour être vendus. Un autre petit cochon qui s'appelle Baratin, qui est élevé pour être engraissé comme les autres, engraissé pour être tué, pour être mangé. Et on nous dit un petit peu les traits de caractère de chacun. Napoléon, c'est un cochon qui a beaucoup d'idées, mais qui n'est pas très fort pour les discours. Il dit que ce n'est pas un grand tribun.
Boule de neige, il est plus volubile, ça veut dire qu'il est plus bavard. Et Baratin, c'est celui qui a la plus grande force de conviction, qui pourrait faire croire à quelqu'un que le noir est blanc. Et on voit l'émergence d'une idéologie. Ils décident que leur courant de pensée va s'appeler l'animalisme. Donc au début, il y a des réticences, et on va voir un petit peu quels sont les arguments de ceux qui sont réticents à cette révolution. Par exemple, il dit qu'il y a beaucoup d'animaux qui appelaient Mr. John leur maître, avec des arguments, par exemple, que c'est lui qui les nourrit et que s'il n'était plus là, les animaux mourraient de faim. Ça, c'est certainement des arguments qui ont été utilisés pour s'opposer à la Révolution. On peut imaginer qu'il y a certainement, peut-être dans la Russie, avant la Révolution, des gens qui pensaient que sans les tsars, le pays ne tournerait plus. Il y en a d'autres qui disent, par exemple, qu'est-ce que ça peut nous faire ce qui se passera quand on sera mort? Ça aussi, certainement, il y a beaucoup de personnes qui ne s'intéressent pas à la politique, encore moins à ce qui va se passer dans le monde après leur mort. Il y en a d'autres qui sont plus fatalistes, qui disent si la rébellion elle doit avoir lieu de toute façon, et ben alors à quoi ça sert qu'on la prépare ou qu'on ne la prépare pas, qui n'ont pas forcément l'esprit pour lutter. Et il y a un personnage qui est le personnage de Molly. Molly, c'est la jument d'apparat, celle qui est belle et qui l'utilise pour la promener. Et elle a quelque chose d'un petit peu futile. Par exemple, elle demande « Est-ce que j'aurai du sucre ?» Parce qu'elle aime bien recevoir un petit sucre. Et alors, on lui donne comme argument « Non, tu n'auras pas un petit sucre, mais tu auras autant d'avoine que tu en as besoin. » Sinon, elle demande aussi, par exemple « Est-ce que j'aurai toujours des rubans pour mettre dans ma crinière ?» Et là, c'est un point qui est un petit peu surprenant. Ils sont très intransigeants là-dessus. Ils disent « Non, il n'est pas question de mettre des rubans. Ces rubans sont un symbole de l'esclavage. Et ta liberté, elle vaut plus que quelques rubans. » Et Molly, elle acquiesce, mais elle n'est pas du tout convaincue. Elle symbolise peut-être une faction de la population qui avait accès à certains privilèges, et les révolutionnaires leur disent que finalement, ces privilèges que leur donnent ceux qui sont au pouvoir, c'est une illusion, c'est quelque chose pour les berner. Mais ces personnes qui ont des privilèges sont quand même habituées à ce confort et ça les peine d'y renoncer. Il y a un autre personnage, c'est le personnage de Moïse. Alors j'en suis pas certaine, mais je me demande si lui, il ne représente pas un petit peu les religieux, Moïse. Bon, déjà par son nom, ce serait possible. Et en plus, ils le définissent comme un bonimenteur, parce qu'il leur parle d'une montagne qui serait faite de sucre candi. Et ça, c'est le paradis. Évidemment, c'est un paradis pour les animaux, parce qu'ils ne se permettraient pas de critiquer en face. Et il dit que ce paradis, ce serait un endroit un petit peu mystérieux, où c'est tous les jours dimanche, où il y a du trèfle toute l'année. Et c'est l'argument qui est le plus ancré chez les animaux, et c'est l'argument dont les cochons ont le plus de mal à défaire les autres animaux, parce qu'il y en a qui y croient très fort. Et leurs deux plus fidèles adeptes, ce sont les chevaux de trait, ce sont ceux qui travaillent dur. Eux, ils sont simples, ils sont pas très instruits, ils sont pas très intelligents, mais ils ne sont pas stupides non plus. Ce sont ceux qui écoutent le plus les discours avec le plus d'attention et ensuite qui le répètent aux autres animaux en le simplifiant. Et finalement, une fois qu'ils ont eu préparé un petit peu tout le monde à l'émergence de cette révolution, elle est arrivée très vite, plus vite que prévu. Mr. John, il était déjà pas en forme, il buvait beaucoup. D'ailleurs, de temps en temps, il jetait quelques miettes de pain avec de la bière au corbeau Moïse. Et puis, un jour, il est parti le samedi soir pour boire et il était tellement saoul qu'il n'est pas rentré avant le dimanche matin. Du coup, les employés étaient de plus en plus des fainéants et des vauriens. Eux, ils ont d'abord mal entretenu la ferme et en plus, le dimanche matin, ils ont fait l'essentiel et puis ils sont partis en oubliant de nourrir les animaux. Donc les animaux crevaient de faim, ils n'avaient pas été nourris depuis 24 heures et ils ont défoncé la resserre. La resserre, c'est en fait la remise dans laquelle est rangée la nourriture. Mr. John, en entendant le bruit, est arrivé avec 4 employés et ils se sont mis à battre les animaux. Et là, cette fois, ça a été trop, parce que les animaux, ils crevaient de faim, ils sont allés se servir pour se nourrir, parce que sinon ils allaient mourir de faim, et comme réponse, ils ont reçu des coups de fouet. Et ça, c'est effectivement quelque chose qui est le climat propice à une révolution. C'est-à-dire que d'abord, les choses vont mal, la politique et la gestion sont mal gérées. Là, on voit par exemple que le chef, qui est Mr. John, est un alcoolique. De plus, c'est la misère, les gens ont faim. Et quand ils commencent à ne plus en pouvoir et à se révolter, le pouvoir emploie la force. Ce qui fait que du coup, ce qui était juste une petite révolte devient une véritable révolution.
et les animaux se mettent à frapper les humains. Les humains sont scotchés parce qu'ils ont l'habitude, eux, de frapper les animaux, mais ils n'ont jamais vu les animaux tous ensemble les frapper, eux. Et du coup, ils sont tellement surpris qu'ils s'enfuient. Et les animaux donc se retrouvent tout seuls, ils poussent les humains jusque dehors, ils ferment la porte et la ferme leur appartient. Au passage, on a Madame Jones qui, elle, prend discrètement ses affaires et s'en va. Ça, c'est aussi la réaction qu'ont le pouvoir en place quand la révolution se profile. Il y a ceux qui sont chassés et il y a tous ceux aussi qui possédaient le pouvoir et qui se rendent compte que le pays où ils vivent ne leur est plus bénéfique, on va dire, et qui font rapidement leurs valises pour partir ailleurs, qui abandonnent leur pays. Donc les animaux sont tout contents, ils n'en reviennent pas, et ils commencent à détruire tout ce qui était les symboles du pouvoir précédent. En fait, au tout début, ce ne sont pas les symboles, ce sont plutôt les instruments du pouvoir qui sont détruits. Ils détruisent les fouets qui étaient utilisés pour frapper les animaux, les chaînes pour attasser les chiens, les mors et les nasières, donc ce qui est mis dans la bouche des chevaux ou alors sur le nez des cochons, les couteaux qui sont utilisés pour castrer les animaux. Donc toutes ces choses-là qui étaient des instruments de torture sont les premières choses qui sont détruites. Ensuite, ils s'en prennent plus à des symboles. Et le symbole vraiment dans cette histoire, c'est les vêtements. Eux, ils considèrent que les vêtements, c'est un truc d'humain et que les animaux n'ont pas besoin de vêtements. Et le cheval, qui est un brave disciple, il va même jusqu'à jeter son chapeau de paille, alors que pourtant son chapeau de paille, il avait été construit, fabriqué en tout cas, pour le protéger du soleil. Et on voit qu'ils vont dans la destruction des symboles, même au-delà de ce qui est logique et pratique. Et on voit tout de suite Napoléon qui prend le pouvoir. Déjà, il fait venir tous les animaux dans la resserre, donc la remise où il y a la nourriture, et il distribue une double ration de nourriture à tout le monde. Et tout le monde va se coucher après avoir chanté 7 fois d'affilée leur nouvel hymne, Bête d'Angleterre. Le lendemain matin, ils se réveillent à l'aube et ils n'en reviennent pas de ce qui s'est passé la veille. Ils courent partout, ils s'ébattent dans la rosée, ils gambadent, ils sont heureux à n'en plus finir. Ils courent dans tous les coins de la ferme, que ce soit le verger, l'étang, le petit bois, etc. Mais au moment d'entrer dans la maison, ça leur fait quand même quelque chose. Donc la maison, c'est le siège du pouvoir. Et ils rentrent à l'intérieur à la queue leu-leu en faisant très attention de ne rien abîmer. Et là, ils n'en reviennent pas de voir autant de richesses, de voir des matelas moelleux pour y dormir, des décorations et de voir tout ce confort à l'intérieur de la maison. On voit qu'ils sont impressionnés quand même par le siège du pouvoir, et c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais connu, d'avoir accès à ça. Et il y a un passage d'ailleurs où Molly, la jument qui est coquette, on la retrouve dans la chambre et elle est en train d'essayer de mettre un ruban qui appartenait à Madame Jones. Et la réaction, c'est que les autres la grondent sévèrement. Et en fait, ils décident que cette ferme, elle va rester un musée, qu'ils ne vont pas la toucher et que ce sera un endroit qui symbolisera le pouvoir passé. Ils font que 2 choses, c'est qu'ils récupèrent les jambons et ils les enterrent, et Champion, lui, il éventre la barrique de bière qui était dans le cellier. Donc le cheval, il met en sorte une espèce de forme de prohibition. Et donc les animaux vont prendre leur petit déjeuner, et puis Napoléon et Boule de Neige, qui ont clairement pris le pouvoir, demandent aux animaux de venir. Et ils font une révélation, c'est que eux, en fait, ils se sont préparés à cette révolution et ils ont appris à lire. Donc ils enlèvent l'inscription qui était ferme du manoir, ils la remplacent par ferme des animaux, et ils montent sur une échelle, ils écrivent les 7 commandements des animaux, à la peinture et en grand. Et en gros, ils disent que tous les humains sont des ennemis, tous les animaux sont des amis. Ils collent au milieu l'interdiction de porter un vêtement ou de dormir dans un lit. Là, on voit quand même l'émergence du nous contre eux. Ils utilisent des symboles pour diviser. L'interdiction de boire de l'alcool. Et ils terminent par « tous les animaux sont égaux ». Et finalement, donc, c'est les 2 cochons qui ont pris le pouvoir, Boule de Neige et Napoléon, qui demandent à tout le monde d'aller travailler. Mais il y a un dernier événement dans ce chapitre qui va nous laisser comprendre que finalement cette révolution n'aura pas que du bon et ne sera pas forcément juste. Il y a les vaches qui se mettent à meugler parce qu'en fait elles n'ont pas été traites depuis 24 heures et du coup elles ont besoin d'être traites parce qu'elles ont les pieds pleins de lait et pour elles c'est douloureux. Donc les cochons, c'est un peu difficile, mais ils réussissent quand même avec leurs pattes à traire les vaches et ils en tirent 6 seaux de lait. Et autour d'eux, tous les animaux ont envie de boire ce lait parce que ça leur donne faim et c'est quelque chose qui est bon.
Les poules, elles essayent de dire: «Ah bah nous, des fois, on nous donne du pain qui a été trempé dans le lait». Et les cochons, ils balayent ça du revers de la main comme ça, ils disent: «Non, non, c'est bon, allez vous occuper des champs et on s'occupera du lait plus tard». Et tous les animaux s'en vont au champ. Et c'est la dernière phrase de ce chapitre. Je vais la lire, c'est: «À leur retour le soir venu, on s'avisa que le lait avait disparu». Donc on ne nous dit pas clairement que c'est les cochons qui l'ont bu, mais on le comprend quand même dans le texte. Et on commence à voir une certaine critique de ces révolutionnaires qui n'oublient pas de se servir en premier. Et évidemment, c'est une des grandes critiques qui a été faite à la Russie communiste, c'est d'avoir créé une classe qui prenait pour elle finalement toutes les richesses du pays et qui s'octroyait des avantages tout en faisant croire que tous les citoyens étaient égaux. C'est un chapitre qui est très intéressant. Il montre que l'idéologie n'est pas forcément mauvaise, les injustices, c'est vrai qu'elles existent, et après, quelle est la façon adéquate de répondre à ça, c'est difficile. En tout cas, là, on voit déjà qu'il y a quelques petits problèmes qui émergent, et c'est la fin du résumé de ce chapitre 2.